Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Kampala a abrité le 15 et 16 octobre dernier le sommet des non-alignés. Ce sommet reflète l'importance, aujourd'hui plus que jamais, de ce mouvement de non-alignés dans un monde versé de plus en plus vers le positionnement et la constitution de blocs régionaux. Quels sont les défis et les enjeux auxquels les non-alignés font face aujourd'hui et comment ce mouvement ou de quelle manière ce mouvement doit s'imposer en force dans un monde en perpétuelle mutation. Tout de suite les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler avec nous, Abdelkader Soufi, notre consultant à Ifriqiya FM, analyste des questions internationales, professeur universitaire. Abdelkader Soufi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, le 15 et 16 octobre, il y a eu le sommet de Kampala. Bien avant, c'était les travaux au niveau des experts et des ministres des Affaires étrangères. Bien sûr, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites et des décisions également. La question qui se pose pour commencer, Abdelkader Soufi, aujourd'hui, c'est que ce mouvement des non-alignés, donc finalement, est-ce que vous pensez que c'est toujours la même essence que celle qui a été au début de son apparition et de sa création, c'est-à-dire dans une conjoncture de mouvement d'indépendance et de liberté, ou est-ce qu'aujourd'hui nous sommes face à des défis nouveaux et surtout à des défis du 21e siècle où, si vous voulez, le monde se positionne de plus en plus? Oui, je crois que vous m'auriez posé la question un peu plus tôt, oui. On va dire quelques mois, peut-être une année ou la même question, je vous aurais dit non. Mais aujourd'hui, le monde, il est tel qu'il est en pleine reformulation. Un ordre mondial qui prend le chaos comme moyen de subsister, et quand je dis le chaos, c'est un chaos qui est diligenté, orienté dans un esprit de superposition de puissance et dans un esprit de coalition. Cela veut dire que quand je dis la superposition de puissance, je parle surtout l'Occident, donc la puissance hégémonique, les grandes puissances, les puissances régionales, et les petites puissances, les organisations militaires, tout ça au profit d'un bloc, qui est le bloc de l'Ouest. Vous avez un autre bloc qui était jusque-là en construction, donc vous avez le BRICS, aujourd'hui avec des puissances surtout économiques et militaires émergentes. Et vous avez le reste du monde ou le Sud global. Ce Sud global, pour longtemps, il a été les non-alignés. C'était le troisième bloc. Au fait, lors de la guerre froide, nous avons connu le bloc libéral, le bloc communiste, et il y avait le reste du monde qui n'était pas justement ce qu'on appelait le tiers-monde, qui n'appartenait pas à ces deux blocs. Un Sud global. Et c'est le Sud global qui n'appartenait qu'à soi-même. Et à cette époque-là, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Parce qu'il y avait une forme de militantisme commune et qui a permis à beaucoup d'États de se libérer, donc d'accéder à à l'indépendance. Oui. Il y a eu des constructions aussi plus ou moins, le groupe des 77 qui était un groupe économique. Absolument. Ce même groupe avait appelé en 75 à un nouvel ordre mondial économique. D'ailleurs, c'était l'Algérie qui avait appelé à cet ordre-là. Après, vers la fin de la guerre froide, pour que l'on situe les choses, le débat était, jusque-là, un débat plutôt ou une forme de guerre froide qui a pris plusieurs formes, des guerres à la carte ou économiques, entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique en tant que puissance hégémonique, et l'OTAN derrière et tout ça. La fin de la guerre froide a fait que... La chute du mur.
Oui, non, a fait que le groupe occidental qui a pris les règnes de l'ordre mondial, et il n'y avait plus aucune puissance pour s'opposer, ni la Chine, ni l'Union soviétique. Et à ce moment-là, on a compris que le monde, c'était pas que cela, il y avait le tiers-monde. Et donc, il y avait des fusils et des jumelles qui étaient orientées directement ce qu'on a appelé le tiers-monde. Vers le tiers-monde. Non, le tiers-monde, ça veut dire quoi, le tiers-monde? Il y avait péjoration, quoi. Non, il y a le premier monde qui est le monde occidental. Le deuxième monde, c'était le monde, le bloc de l'Union soviétique. Et communiste. Le troisième monde, c'est le reste du monde. Voilà, ça n'a rien de péjoratif. Voilà, exactement. Alors, à ce moment-là, on a dit que, finalement, les théories ont cherché à débattre les relations entre libéral et réaliste, néolibéral, néo-réaliste, et on passe. Mais la fin de la guerre froide a posé une nouvelle question. Ce sont les questions sécuritaires par rapport au Sud global et par rapport à la pauvreté, par rapport à ces pays qui n'étaient plus en mesure, qui n'avaient plus la capacité de s'autogérer. Mais en fait, cette nouvelle vision cachait une autre problématique. C'est comment spolier les biens du Sud. Oui. C'est comment spolier surtout les biens de l'Afrique. Et là, on a commencé à introduire ou à aider à ce qu'il y ait des guerres fratricides, des guerres intercommunautaires. Oui, tout à fait. Et au fur et à mesure, on a introduit le terrorisme, le crime organisé pour maintenir un statu quo. Ce statu quo permettait aux multinationales de spolier à travers les petits groupes de trafic. Et là, les multinationales n'avaient plus besoin de passer des contrats avec les États, mais prendre son traçabilité, son repérage. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce retour aux affaires des non-alignés est motivé justement par cette faculté de prise de conscience que le monde aujourd'hui est en mutation et que les blocs en place ne font pas de cadeaux aux non-alignés au Sud global. C'est la course à l'intérêt. Et que le seul moyen pour s'automunir contre ce repositionnement, c'est d'être ou de se constituer en bloc. D'ailleurs, cette réunion ministérielle qui a été précédée par des réunions techniques, et je pense qu'il sera donc la base de la future réunion au sommet des chefs de l'État. Oui. Et qui pourrait engendrer de nouvelles positions. Donc Abdelkader Soufi, effectivement, ce sommet est très important à partir du moment où aujourd'hui plus que jamais il s'organise ou il se déroule dans une conjoncture qui n'est pas je dirais habituelle. C'est-à-dire nous sommes carrément dans un perpétuel mouvement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan mondial, sur le plan de la géostratégie, puisque de toute façon avec la guerre à Gaza, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, cette paix qui tarde à venir, avec, si vous voulez, une Union européenne de plus en plus fragilisée et même de l'intérieur. Donc tout ça fait que ce sont des foyers des tensions qui rendent un petit peu, si vous voulez, la conjoncture pas aussi normale que cela. Alors est-ce que finalement ce sommet aujourd'hui a toutes ces raisons d'être? Et ce mouvement de non-alignés doit justement, si vous voulez, survivre aujourd'hui plus que jamais, parce que, comme vous dites, c'est dans la neutralité ou dans le non-positionnement que se fait justement le positionnement. Oui, absolument. Je pense que c'est dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et que justement, cette rencontre ou ce sommet, si vous voulez, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a marqué l'âme même et l'essence des non-alignés, à savoir défendre les droits des peuples opprimés. Oui. Et par conséquent, la question de la Palestine, la question du Sahara occidental ont été des questions centrales. Donc, réaffirme la position de l'organisation d'un côté, mais qui est un feu vert pour un retour en force, tel que ça a été jadis et tel que ça va être dorénavant. Voilà. Et ça, c'est très important car je pense qu'il y avait eu quand même une unanimité autour de ces questions
Et avec la montée, justement, par exemple en Afrique, du panafricanisme, aussi, je dirais, en Amérique latine, en Asie aussi, ce sentiment d'avoir été lésé par cet ordre mondial et de se constituer, voilà, et de se constituer en tant que force d'opposition globale pour contre un sud global, le néocolonialisme et l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre le néo-impérialisme. Nous avons vu qu'aujourd'hui les grandes puissances ne se comportent plus en tant que puissance hégémonique et c'est tout, mais plus en tant que puissance impériale. Vous avez vu en Palestine, dans les territoires occupés, comment qu'on a essayé de changer les débats ou la guerre sur le terrain en une défaite pour la résistance au profit, malheureusement, de l'antitétionnisme et aidé, ce n'est pas le cas, hein. Et aidé par des pays qui étaient jusque-là amis de la Palestine. Je dis que, très important, c'est que le groupe renaît de ces centres comme le Phénix. Et s'il y a vraiment cette volonté, je pense qu'elle l'est, et cette passion de pouvoir se prémunir et de construire quelque chose ensemble, ça ne peut que réussir. Justement, puisqu'on parle de ça, parce que finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mouvement des non-alignés tel quel, c'est comment il se présente aujourd'hui avec cette nouvelle peau adaptée, si vous voulez, aux exigences du 21e siècle et de la géopolitique actuelle. C'est-à-dire de quelle manière, selon vous, Abdelkader Soufi, le mouvement des non-alignés peut s'imposer en force pour être influent dans les prises de décision? Individuellement, on ne peut rien faire. Mais cette prise de conscience collective permet de se reconstruire collectivement d'abord, je pense en conjuguant les efforts, en échangeant les informations, en construisant une économie ensemble telle que c'est le groupe des 77. Et donc, ce n'est pas gagné d'avance, mais ce n'est pas perdu pour autant. Mais du moment qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant et de travailler ensemble, avec une méthode scientifique, bien sûr, avec une organisation, avec objectivité, objectif à court terme, à long terme. Et il y a le plan, par exemple, comme il y a le plan de 2063 pour l'Afrique, il y aura des plans pareils pour l'organisation. Il faudrait que cette organisation agisse et réfléchisse comme un État global, comme un État d'unité des États, comme le fait aujourd'hui, par exemple, l'OTAN, ou comme le fait les États-Unis d'Amérique. Ou l'ASEAN. Ça veut dire que réfléchir pour tous, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Et tout le monde soit à la hauteur de ses engagements. On peut mettre beaucoup de choses de côté. On peut éradiquer la pauvreté, éradiquer le terrorisme, éradiquer le crime organisé en ayant une vision plutôt rassemblatrice, une vision de concorde entre les différentes fractions, les sociétés ou les tribus en Afrique, et aller chercher ce qui est élément en commun et ce qui rassemble, et non pas ce qui divise. C'est pour ça que j'allais dire, c'est bien quand on dit ça, c'est-à-dire aller chercher une vision globale et tout. Mais ce qu'on oublie, c'est que le mouvement des non-alignés, c'était au départ parce qu'il fallait pas se positionner dans un clan où il y avait une guerre froide et un tiraillement entre l'Occident et l'Orient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette configuration prend une autre tournure et donc ces pays qui forment aujourd'hui le mouvement des non-alignés, soit de l'Afrique, soit de l'Amérique latine, soit de l'Asie. Et donc finalement, les objectifs et les motivations ne sont pas les mêmes. Vous allez prendre par exemple un pays comme le Vietnam ou l'Inde, ça ne sera pas les mêmes soucis qui vont exposer que ceux exposés par exemple par des pays africains. Il va peut-être falloir jouer sur cette différence et la rendre plus ou moins flexible et commune. Oui, mais attention. Mais de quelle manière ? Mais attention. C'est vrai que c'est relatif, mais ça reste que des puissances comme l'Inde, comme la Chine subissent l'ordre mondial tel qu'il est. Tout à fait. Et ils ont besoin aussi, eux, d'agir dans un groupe. C'est pourquoi j'ai dit, individuellement, personne ne réussira. L'Union soviétique, avec toute sa force de frappe, n'a pas pu faire face à l'Occident, parce que quand on parle de l'Occident, et on parle de la volonté et la passion de vouloir faire quelque chose, à elle seule ne suffisent pas. Il faudrait qu'il y ait autre chose.
il faudrait qu'il y ait cette capacité de faire face à la guerre médiatique, de faire face à la guerre, j'allais dire culturelle, faire face à la guerre économique et être en mesure de relever les défis sécuritaires et les enjeux de cette nouvel ordre mondial. Et je crois que le Sud global a cette possibilité de pouvoir faire quelque chose parce que aujourd'hui il n'y a pas trois mondes. Il y a deux mondes, il y a l'Occident et il y a le Sud global. Dans le Sud global, vous avez la Russie, vous avez les républiques, les anciennes républiques soviétiques, vous avez la Chine, l'Inde et j'en passe. Des fois, vous avez certains pays qui vacillent entre l'Est et l'Ouest, mais qui gardent l'esprit tiers-mondiste, qu'on le veuille ou pas. Oui, oui. L'Inde, c'est une grande puissance aujourd'hui économique, technologique, mais elle est dans le BRICS, elle est dans le Shanghai, mais elle est très rapprochée aujourd'hui avec les Américains. Depuis 2007, et le projet du pivot américain en Asie-Pacifique est indien, c'est-à-dire ça élargit cette un pied dans les deux océans. Mais cela dit que l'Inde restera l'Inde, elle ne pourra en aucun cas être prise de la même ou d'être vue de la même façon. Quand on regarde la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France ou l'Espagne. Oui, nous savons très bien que... Donc, elle reste un pays asiatique qui représente une menace pour l'Occident. Si on l'intègre, c'est tant mieux aux conditions de l'Occident, mais pas que. D'ailleurs, vous avez vu quand il y a eu les mesures tarifaires de Trump, c'est l'Inde qui a le plus réagi, étant donné qu'elle était frappée de plein fouet dans son économie. Mais il n'y a pas que ça. J'ai dit qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça, parce que aussi il y a les guerres. Donc ça reste vulnérable. Il y a aussi les guerres et les tensions dans la région, la région du Cachemire, des tensions entre l'Inde et la Chine, qui sont alimentés justement et nourris pour déstabiliser et interdire tout rapprochement entre ces États. Donc, je reviens à dire que l'idéal, donc là on n'est plus dans le réalisme, on est dans l'idéal, c'est que les États puissent prendre conscience de ces nouvelles du mouvement des non-alignés, et l'importance du mouvement des non-alignés, voir comment refaire ce monde. Ou comment reformuler ou réformer le Conseil de sécurité et les Nations Unies pour qu'il y ait vraiment une relation horizontale. Parce que tel qu'on le vit maintenant sur le papier, c'est une relation horizontale, mais la réalité du terrain, comme je disais, ce chaos, avec une puissance hégémonique qui se comporte en tant que puissance impériale, impose un ordre mondial, et nous sommes dans un gouvernement mondial plutôt, et avec des relations plutôt verticales qu'horizontales. Et donc ces cas-là, comme vous le disiez, les défis sont là. Il s'agira donc, pour ce mouvement de non-alignés aujourd'hui, peut-être d'examiner les mesures à prendre pour renforcer justement les progrès qui ont été accomplis dans la mise en œuvre, par exemple, du sommet de Kampala, parce que c'est à deux reprises, le 19e. C'était pas un sommet, hein, c'était la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le sommet, c'est plutôt au niveau des présidents de la République, les chefs d'État. Mais je parle de l'ancien sommet. L'ancien sommet, d'accord. Voilà, oui. Donc ça aussi c'était à Kampala. Donc c'est la deuxième fois juste pour rappeler à nos auditeurs. Donc il faut chercher peut-être les moyens qui permettent à ce mouvement aujourd'hui de continuer à jouer un rôle influent dans la réponse aux défis. Par exemple, les défis qui sont très croissants dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, qui est très confronté à des priorités, à des intérêts du Sud global. Vous venez de le dire maintenant, Abdelkader Soufi, qu'il faut absolument revoir certaines choses pour les transformer au profit de ces pays du Sud. Comment et de quelle manière, justement, les non-alignés peuvent agir et interagir? Et est-ce qu'ils ont, justement, cette marge de manœuvre de vouloir détourner ou, si vous voulez, faire en sorte que tous ces moyens soient mis en leur faveur? D'abord, la prise de conscience. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Non, mais d'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle semble là, la prise de conscience. Mais la prise de conscience à tous les niveaux et pour l'ensemble des pays du Sud global. Regardez, quand vous voyez la Russie, elle a un problème qui s'appelle l'Ukraine. Quand vous voyez la Chine, elle a un problème qui s'appelle Taïwan. Et il n'y a pas que.
Il y a d'autres ça, problèmes si on ne cite que ces deux États. La stratégie de l'Occident, elle est à même géopolitiquement à dominer l'empire euphrasien. Ça veut dire créer une zone tampon entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et cette zone doit être une zone de turbulence contrôlée par l'Occident, qui interdit tout rapprochement entre l'Asie et l'Europe, tout rapprochement entre l'Asie et l'Afrique ou entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est à ce moment-là... C'est volontaire. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on dit, quand la volonté, elle est là. Mais l'égoïsme ne paye pas de mine. Aussi puissante soit-elle, la Chine ou la Russie, elle a besoin du Sud global. Ou elles ont besoin du Sud global. Tout le monde a besoin du Sud global. Voilà. Donc, les États-Unis et l'Union fait la force. Moi, je crois que les BRICS ont quelque part commis une erreur dans certains choix, par exemple dans le BRICS+. Et certaines adhésions ont été plus politiques que réalistes et économistes pour le groupe. Parce qu'on voulait aussi bloquer ou tirer des pays qui appartenaient... Des machinations et des calculs. Voilà, c'est surtout ça. Mais réfléchir juste en tant que puissance régionale ou en tant que groupe régional ne mène pas loin. Et il faudrait que tout le monde adhère à ce projet mondial. Tel qu'on l'a fait avant 45, on a essayé de créer un ordre mondial. On a ramené, il y avait 5 ou 6 pays, après... Il va falloir qu'il y ait une cohésion au sein même de ce groupe. Il faudrait qu'il y ait de la cohésion. Voilà, Amérique latine, Afrique... Il faudrait qu'il y ait de la cohésion, il faudrait qu'il y ait de la communication, il faudrait poser les problèmes d'une manière réaliste, crever les abcès et chercher ce qui est rassembleur. Surtout voir les défis. Mais bien sûr, voir les défis, mais outrepasser certains problèmes qui sont à la base une machination. Et à la base, c'était des hameçons auxels ils ont... Voilà. Qui ont pris. Oui. Alors, pour conclure un peu, parce que finalement, Abdelkader Sofi, on se pose la question. Vous parlez des non-alignés au XXIe siècle, dans un monde en pleine mutation, où, si vous voulez, où tout le monde se positionne avec force, avec des groupes économiques émergents très forts, très imposants sur la scène et l'échiquier international. On se pose la question, alors les non-alignés, qu'est-ce que peuvent faire les non-alignés aujourd'hui? Est-ce que les non-alignés, en tant que concept, je dirais pas philosophique, mais en tant que concept en soi, en tant que concept politique, a toujours sa place dans ce monde en mutation? Ou est-ce que il faut justement ce genre de mouvement, que ce genre de mouvement existe pour créer un équilibre? Ils peuvent faire beaucoup de choses. Regardez, l'Algérie, en étant membre du Conseil de sécurité non permanent, a fait bouger le Conseil de sécurité. Il a martelé pour des réformes, mais aussi pour défendre des causes et interpeller sur des situations qui étaient urgentes. L'Afrique du Sud, on a fait de même par rapport au génocide à Gaza, et elle a fait bouger les choses. Alors, si ces actions ont été aussi communes et appuyées par les non-alignés ou le Sud global, on aurait exercé vraiment une pression. Parce que adhérer ou lever la main favorablement n'a rien à voir avec un martèlement et retour. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que lors de cette dernière réunion à Kampala, le fait de réitérer la position des non-alignés par rapport à des questions sur la base desquelles les non-alignés sont nés, 73 ans après, je pense, le sommet de Bangkok. De Bandung. Bandung, voilà, plutôt, en 1955. Oui. Octobre 55. Alors, depuis octobre 55, et ce groupe n'a cessé de monter en force et en puissance. Il a imposé une vision, qu'on le veuille ou pas, et que cette vision, les Occidentaux, les grandes puissances devaient composer avec. Aujourd'hui, ce retour et cette symbolique, je dirais, de se réunir autour de questions d'ordre humain, d'autodétermination, telles que le Sahara occidental ou la Palestine, est la porte à travers laquelle le mouvement reviendrait en force.
Oui. Voilà donc, géopolitique du Sahel prend fin. Merci beaucoup Abdelkader Soufi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notre consultant FLRIA FM. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouvera, si Dieu nous le permet, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.